Bonjour à tous. Dans cette deuxième activité du chapitre, on va détailler les interactions qui existent au sein de la biocénose, c'est-à-dire entre les différents êtres vivants qui peuplent un écosystème. Alors, tout d'abord, on va essayer de définir trois types d'interactions qui sont la compétition, le parasitisme et la prédation. Premier document, la compétition. Alors la compétition, c'est le fait que deux espèces soient en concurrence pour l'exploitation d'une ressource. Alors, ce qu'il faut savoir, première chose, c'est que cette compétition peut être intraspécifique, c'est-à-dire entre les individus d'une même espèce, ou interspécifique, entre deux espèces différentes. Là, dans cet exemple, on va étudier la compétition qui existe entre deux espèces différentes, les hêtres et les chênes. Alors, première chose, on va comparer les exigences de ces deux espèces. Et on se rend compte que ce soit au niveau de leur exigence d'humidité ou de leur exigence d'acidité du sol, on voit donc que les deux diagrammes pourraient se superposer. Ce qui signifie que les deux espèces ont les mêmes exigences environnementales. Elles ont besoin des mêmes choses. D'où le fait qu'elles soient en concurrence. Alors ceci peut être illustré à l'aide de ce petit tableau qui n'était pas très évident à exploiter. Donc qu'est-ce qu'il nous montre? Plusieurs choses. Il nous montre que déjà, selon la quantité donc d'éclairement, les arbres vont grandir plus ou moins. En effet, à chaque fois, les colonnes où c'est faiblement éclairé sont supérieures aux colonnes qui sont plus fortement éclairées. Donc là, faiblement éclairé, plus fortement éclairé. Donc première chose, l'éclairement est un facteur limitant pour la croissance de l'arbre. Et là, on s'intéresse donc à la croissance du chêne. Et on va comparer la croissance de ce chêne lorsqu'il est planté au milieu d'autres chênes ou lorsqu'il est planté au milieu d'autres arbres qui sont les hêtres. Et cette fois, on se rend compte que les hêtres semblent inhiber la croissance du chêne. En effet, quelle que soit la taille à laquelle on le plante au départ, on se rend compte que sa taille finale est toujours supérieure lorsqu'il est planté dans une chaînée que lorsqu'il est planté dans une hêtrée. En effet, voilà, 85 c'est supérieur à 60 et etc. La comparaison se fait comme ça. Donc, là vous mettez en évidence que lorsqu'il y a concurrence entre les deux, là dans ce cas-là, le chêne est désavantagé. Deuxième type d'interaction, le parasitisme. Alors le parasitisme, c'est le fait qu'un être vivant vive aux dépens d'un autre être vivant. Donc pour un des deux partenaires, c'est bénéfique, et pour l'autre, c'est néfaste. Alors là, vous avez l'exemple d'un insecte qui va pondre ses œufs dans les feuilles. Donc, dans les feuilles, les œufs vont être protégés. Donc, c'est bénéfique pour lui. Par contre, pour l'arbre, il va être pénalisé. Pourquoi? Tout simplement parce que, les œufs, bon, une fois qu'ils sont œufs, pas trop, mais une fois que la larve va éclore, il se peut qu'elle mange les feuilles, donc du coup, ça va pénaliser la croissance de l'arbre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, en réaction à l'implantation de ces œufs, en fait, les feuilles, il va apparaître sur les feuilles ces excroissances là, qui ressemblent à des fruits, mais c'est pas du tout des fruits. En fait, c'est la réaction de la feuille suite à la ponte des œufs, et c'est ce qu'on appelle donc des galles. Donc voilà. Donc ça montre en fait que l'arbre a été parasité. Donc dans le parasitisme, il y en a un pour qui c'est bénéfique et l'autre pour qui c'est néfaste. Dernier type d'interaction, la prédation. Alors là, dans ce cas-là, la prédation, c'est le fait qu'un être vivant prélève dans son environnement une partie ou l'entièreté d'un autre être vivant. Et tout ça, tout simplement pour se nourrir. Alors, qu'est-ce qui est important de retenir dans ces interactions de prédation? Tout simplement qu'il y a un équilibre entre les proies et les prédateurs, sinon cela ne fonctionnerait pas. Je vous explique. Vous avez ici le nombre de proies dans un milieu en fonction du temps et le nombre de prédateurs. Ce qu'on peut voir, c'est que les deux courbes sont parallèles, même si elles sont un petit peu décalées. On est d'accord que la courbe des prédateurs est un petit peu décalée vers la droite, mais les deux courbes ont la même forme. Pourquoi ça?
Tout simplement parce que lorsqu'il y a donc des proies dans un milieu, cela va favoriser le développement des prédateurs, qui vont donc augmenter. Mais si le nombre de prédateurs augmente, eh bien le nombre de proies va commencer à diminuer, vous êtes d'accord? Et s'il y a de moins en moins de proies dans le milieu, du coup, les prédateurs n'auront plus rien à manger et du coup, leur nombre va également diminuer. S'il y a moins de prédateurs, ça va donc permettre aux proies, cette fois, de se multiplier de nouveau. Et suite à la multiplication du nombre de proies, le nombre de prédateurs va pouvoir à son tour réaugmenter, et etc., etc., etc. Donc on voit qu'il y a un équilibre qui se fait, néanmoins, au cours du temps. Les quantités proies-prédateurs sont variables. Alors souvent, prédation, dans vos têtes, vous pensez de suite à un animal qui mange un autre animal. Sauf que on parle aussi de prédation pour les animaux herbivores. Donc en effet, lorsque un herbivore mange une plante, donc l'herbivore c'est le prédateur et la plante c'est la proie. Alors, vous aviez deux autres documents qui illustraient encore ces relations proie-prédateur. Donc celui-ci, qui est tout à fait logique, et donc qui montre la relation qui existe entre le nombre de prédateurs et donc le taux de prédation. Et on se rend compte voilà, que la relation est croissante, ce qui paraît logique. Plus il y a de prédateurs et plus la prédation va être importante. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc là, le type de prédation, c'est l'abroutissement. Donc c'est le fait en fait de manger les jeunes arbres ou les broussailles ou voilà, tout ce qui est jeune en fait, les écorces, voilà. Et on voit en fait que cette prédation évolue dans le temps. Là où elle est le plus importante, c'est donc ici, les deux barres vertes. On voit que c'est dans les 20 premiers jours après le débourrement. Donc le débourrement, c'est quand les feuilles sortent des bourgeons au niveau du printemps. Et donc on voit en fait que c'est à ce moment-là que la pression de prédation va être la plus importante. Et que là où il y a le moins de prédation de type abrutissement, eh ben c'est à la fin de l'été, où on voit que pour les chênes, elle est très très faible et pour les hêtres, elle est complètement absente. Donc on peut supposer qu'en effet, à la fin de l'été, les chevreuils, ils ont plein d'autres choses à manger, ils n'ont pas besoin de s'attaquer aux arbres. Donc, je vous ai rappelé en bas les principales informations que vous apportent les documents. Comme il était dit donc dans la consigne, je vous ai mis les définitions et à l'aide d'un petit tableau, j'ai indiqué pour donc chaque type d'interaction si c'était néfaste ou bénéfique. Donc on voit que la compétition est néfaste pour les deux et parasitisme et prédation sont bénéfiques pour un des deux partenaires et du coup néfastes pour l'autre. Deuxième question, il fallait montrer qu'un écosystème, c'était donc un équilibre dynamique et non stable. Donc, pour répondre à cette question, il fallait donc réexploiter ce qu'on avait vu ici. Donc, en effet, on voit qu'il y a un équilibre, on est d'accord, mais que cet équilibre bouge au cours du temps, puisqu'il y a des variations de population. Et vous pouviez également exploiter l'activité numéro 59. En effet, l'activité numéro 59 vous indiquait que les biocénoses, par leur développement, modifiaient le biotope. Et vu que chaque être vivant avait des besoins bien particuliers, tout simplement, si les conditions du milieu changent, les populations vivant dans ce milieu vont changer. Et donc, c'est ce qui vous était expliqué dans le document 2, page 249, où on vous montrait en fait que donc dans une chaînée, vous êtes d'accord que la quantité de soleil, de lumière qui arrive au niveau du sol est plus faible due à la présence donc des arbres, et donc la croissance des jeunes chênes va être faible. Mais il y a d'autres arbres, qui sont les hêtres, qui sont moins demandeurs en lumière. Ce qui fait que va commencer à se développer des jeunes hêtres qui vont grandir, 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 et ils vont entrer en concurrence avec les chênes, et finalement les chênes vont laisser leur place aux hêtres. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir une succession de végétation
au cours du temps, les chaînes vont être remplacées par les êtres. Donc pour conclure, voilà, un écosystème, ça change au cours du temps, c'est donc un système en équilibre, mais en équilibre dynamique. Dernier type d'interaction, symbiose et mutualisme. Alors on vous demandait quelles étaient les similitudes et les différences entre ces deux types d'interactions. Alors le mutualisme, on vous dit que c'est une interaction à bénéfice réciproque. Et on vous dit qu'une symbiose, eh bien, c'est la même chose, c'est bénéfice réciproque. Mais alors, quelle est la différence entre symbiose et mutualisme? Eh bien, une symbiose au sens strict, donc en fait, c'est la partie ici rose, même si c'était pas écrit dans le petit cartouche rose, ça demande deux conditions. Il faut que ce soit des bénéfices réciproques, ce qu'on vient de voir, mais il faut également une coexistence, c'est-à-dire vraiment un rapprochement physique et durable des deux partenaires. Par exemple, ici, lorsque vous avez une abeille qui va donc aller de fleur en fleur, c'est du mutualisme parce que l'abeille en tire profit puisqu'elle récupère du pollen, du nectar. La fleur en tire profit puisque l'abeille en allant de fleur en fleur va polliniser donc les différents pistils. Mais vous êtes d'accord que fleur et abeille vont se séparer dans l'espace. Elles se rencontrent mais elles ne vivent pas ensemble. Alors qu'en fait, la symbiose, ça demande une coexistence physique et très rapprochée, comme l'étaient par exemple les parasites. Vous vous rappelez avec donc l'insecte qui pond l'œuf dans la feuille, là il y a vraiment un rapprochement physique. Et bien la symbiose, c'est donc la somme des deux, un rapprochement physique avec un bénéfice réciproque. Alors, ça vous était illustré dans les documents. Donc, ces documents vous montraient tout ce qui était coexistence physique. Donc, avec l'exemple des mycorhizes. Donc, les mycorhizes, c'est une association entre un champignon et un arbre. Et on voyait donc que le champignon vit vraiment physiquement lié à l'arbre. En effet, on voit ici le mycélium du champignon qui passe entre les racines de l'arbre, voire qui entre à l'intérieur de l'arbre. Donc, vous aviez les observations microscopiques ou binoculaires donc, qui étaient dans votre livre. Deuxième condition, la réciprocité des bénéfices. Donc en effet, ici on vous montrait que, alors on injectait un pathogène à un arbre. Alors l'inoculation du pathogène se faisait soit en même temps que l'ajout de champignons, donc là on voit qu'il n'y a aucun effet. Par contre, si le pathogène est injecté après la mise en place de la mycorhize, on voit que pour les cyprès, donc les arbres qui avaient une association avec la mycorhize, ils survivent alors que les autres meurent. Donc là, on voit l'intérêt pour l'arbre. C'est bénéfique pour lui d'être en association avec des champignons puisque ça le protège. Alors, quel est l'intérêt pour le champignon d'être avec l'arbre? Eh bien, tout simplement, vous le savez, l'arbre, grâce à la photosynthèse, va fabriquer des glucides. Et en fait, l'arbre va tout simplement transmettre ces glucides aux champignons. Donc, le champignon va tirer profit de son association avec le végétal. Deuxième intérêt pour le végétal, là on voit le champignon, en fait, comme il va agrandir, on pourrait dire la surface des racines en quelque sorte, ça va pouvoir accentuer les prélèvements en eau et en sels minéraux de l'arbre. Donc voilà, on voit que les flèches vont dans les deux sens, donc il y a des bénéfices pour les deux membres de l'association. Donc voilà, mais bon, ça c'était un peu en plus. Ce qu'il fallait vraiment retenir, voilà, c'est que symbiose et mutualisme sont toutes les deux des interactions à bénéfice réciproque, mais la symbiose suppose un lien physique, durable, ce qui n'est pas le cas du mutualisme. Donc voilà, dans la conclusion, qui est très simple, juste je répète le type d'interaction qui existe au sein du vivant, et donc je vous ai mis un tableau qui récapitule l'aspect néfaste ou bénéfique pour chaque type d'interaction.